Bonjour, bienvenue sur France Bleu et sur France 3 Alpes pour cette émission spéciale consacrée au grand débat national. Vous le savez désormais, 4 grands thèmes ont été retenus, sélectionnés pour ce grand rendez-vous. La fiscalité, la transition écologique, démocratie et citoyenneté, et enfin l'organisation de l'État et les services publics. Et c'est précisément sur ce dernier thème que nous allons débattre ce midi avec nos invités. Marjolaine Meignet-Millefer, bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de la 10e circonscription de l'Isère. Faire un peu de géographie, la 10e de l'Isère, elle part de Pont-de-Beauvoisin et elle rejoint les portes du Lyonnais. C'est ça, de l'aéroport Saint-Exupéry jusqu'à Pont-de-Beauvoisin, porte de Lyon, porte de Savoie. Damien Guyot, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des porte-parole des Gilets jaunes sur l'agglomération grenobloise. Vous êtes ambulancier de métier. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes, au sein des Gilets jaunes, un élément modéré? Est-ce que ça vous convient? Oui, modéré. Moi, je suis street medic pendant les manifestations. C'est-à-dire je soigne aussi bien les gilets jaunes que ça peut être les forces de l'ordre, que ça peut être un citoyen lambda qui peut être touché par une grenade lacrymogène ou voilà, qui peut être accommodé. Donc on est là pour soigner les gens. C'est mon quotidien au travail, donc je continue le week-end avec les manifestations. Damien Guyot, face à vous, Yves Gimbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des usagers du train Grenoble-Valence. Avec vous, nous reviendrons notamment sur le service public ferroviaire. On verra qu'il y a pas mal de choses à dire, pas mal de choses à faire aussi. Très bien. Et enfin, Jérôme Fauconnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'Avignonnet, vous êtes également le président de la communauté de communes du Trièves. Combien d'habitants? 10 000 habitants, la plus petite communauté de communes de l'Isère. D'accord, vous représentez donc la France rurale et les territoires de montagne aujourd'hui. On va essayer, bien que le Trièves soit unique. C'est évident. Alors avant de débuter ce débat, on va vous demander à chacun d'entre vous de répondre sans détour à une question. Jordan. Question piège, sur une échelle de 1 à 10, quelle note mettez-vous au service public? 1 étant la moins bonne note, 10 la meilleure. Marjolaine Meignet-Millefer. Je commence mal, j'ai du mal à noter dans l'absolu les services publics comme ça, parce que tout dépend des choses. Par contre, je peux m'appuyer sur un retour qu'on a d'une enquête qui a été menée fin 2017, début 2018, et qui dit que les gens ont plutôt tendance à penser qu'il s'est dégradé. Donc si la note, elle était haute, elle l'est un peu moins dans l'esprit des gens aujourd'hui. Damien Guyot, votre note pour moi, ma note au service public aujourd'hui, quand je vois... Moi, dans le domaine médical, la note serait de 4. D'accord, 4 sur 10 pour le service médical. Sur l'ensemble des services publics, on serait à 6 sur 10. D'accord. Yves Gimbert, vous partagez? Oui, je partage l'avis de ma voisine. C'est un exercice compliqué. Ouais, je serais entre 7 et 8. Le plus gros souci pour moi étant certainement l'éducation et la mobilité. Plutôt une bonne note, donc. Oui. Bien moi, quand je compare avec nos voisins, que ce soit européens ou ailleurs, je pense qu'on a de très bons services publics, on a des personnes qui s'y dévouent, de manière importante. Donc je mettrais plutôt 7 ou 8 avec une certaine appréhension sur la baisse de ce service public à cause de la démotivation justement des gens qui s'y consacrent. Donc si on résume plutôt la moyenne, voire une note correcte, mais c'est l'appréciation qui pêche puisque voilà, la note est en train de baisser visiblement selon vous tous. Alors comme on est en période de grand débat, je vous propose, messieurs, dames, d'entrer dans ce débat. Marjolaine Meignet-Millefer, vous êtes à la manœuvre en tant que députée. Le président de la République avait dit qu'a priori les députés ne seraient pas forcément mis à contribution. On voit que ce n'est pas le cas. 6 débats dans votre seule circonscription. Ça ne doit pas être facile de retrouver comme ça le contact des citoyens directement 1 an et demi après votre élection dans un contexte, une situation qui s'est dégradée. C'est ça, donc 6 débats publics, 1 par canton, effectivement, où j'associe tout le monde et pour permettre aux élus de se raccrocher à mes débats ou d'organiser les leurs en fonction de ce qui les arrange. 5 encore qui sont prévus pour des réunions plus thématiques, parce que dans ces premières réunions, on vient avec tout avis, tous sujets sont ouverts. Et moi, je n'ai pas le sentiment de retrouver les gens, parce que je ne les ai jamais quittés, en fait, depuis le début de mon élection. Voilà. Et quel accueil ils vous ont réservé, justement? Écoutez, ce qui est marrant, c'est la question plutôt de la manière dont ça évolue dans le cours de la réunion. L'accueil au démarrage de la réunion est souvent un peu tendu, un peu froid. Et à la fin, honnêtement, c'est plutôt très positif et oui, plutôt bien. Alors, on vous parle des services publics, c'est le thème de cette émission. Qu'est-ce qu'ils disent les participants à vos réunions sur la qualité de nos services publics? Concrètement, je crois que ce qui est dit là est partagé. C'est-à-dire qu'on dit à la fois que les gens qui travaillent dans les services publics sont des gens qui sont engagés, motivés et que c'est des gens qui font bien leur travail. Et là-dessus, il y a plutôt une analyse très positive. Par contre, le retour qu'on a, c'est les gens ont tendance à dire « oui, mais ils n'ont plus les moyens de faire leur travail complètement comme ils le devraient ou comme ils le voudraient » et donc le sentiment est un sentiment de dégradation du service public. Jérôme Fauconnier, vous jouez le jeu, vous, du débat
en tant que maire? Est-ce que vous en avez organisé? Est-ce que vous participez? Est-ce que vous estimez que c'est dans le cadre de votre fonction de maire que ça doit se faire? J'avoue que ça m'est un petit peu étranger parce que je dirais que, étant un territoire rural, une toute petite commune, 200 habitants, un petit territoire rural, voilà, j'ai l'impression que les gens me parlent et je n'ai pas forcément besoin d'organiser un débat national sur mon territoire pour entendre ce que les gens ont envie de dire. Donc ça peut participer d'une grande psychothérapie de groupe nationale, hein, et ça peut faire du bien à un certain nombre de personnes. Mais personnellement, j'en ai pas ressenti l'utilité et on ne me l'a pas demandé. Si on me le demandait, sans doute je le ferais, mais aujourd'hui, personne sur mon territoire ne m'a demandé d'organiser ce genre de débat. Et ça veut dire pas de cahier de doléances non plus en mairie? Pour les communes qui le souhaitent, pas de problème. Dans la mienne, j'en ai pas ouvert parce que personne ne m'a demandé. On m'a demandé si j'avais déjà ouvert un cahier, j'ai dit non. J'ai demandé est-ce que vous souhaitez qu'on en ouvre un, personne ne me l'a demandé non plus. Donc si jamais j'avais eu des demandes, je les aurais faites remonter aussi. Damien Guyot, en tant que gilet jaune, le grand débat, c'est un peu le résultat de la crise des gilets jaunes, on peut dire. Vous participez, vous êtes impliqué? Alors moi je participe via les réseaux sociaux parce qu'à côté de ça, avec mon métier d'ambulancier, c'est pas forcément évident de participer au débat puisqu'on monte au sein du service public des gardes préfectorales, au sein du SAMU, notamment ici du SAMU 38, donc c'est pas forcément évident d'aller pendant les assemblées générales qui sont effectuées sur Grenoble. Mais à côté de ça, on a tous les retours, donc on peut émettre aussi notre avis et dire ce qu'on en pense et dire ce qui ne va pas, ce qu'on souhaiterait qui avance en premier lieu. Mais c'est intéressant puisqu'on a tout point de vue, toute catégorie, tout niveau socio, culturel, voilà. Donc plutôt, vous abordez ça plutôt d'une façon constructive. Certains gilets jaunes parlent parfois de coups de communication pour ce grand débat. Vous êtes plutôt constructif. C'est constructif dans le sens où on arrive à avoir les idées de chacun et à mettre, il faut mettre des pièces au puzzle. Si demain on veut obtenir quelque chose, faut apporter une pierre à l'édifice à chaque fois. Et la parole de chaque citoyen, peu importe l'étiquette qu'on porte, il faut amener les idées, que ce soit sur des cahiers de doléances en mairie, que ce soit au niveau de la région. Il faut créer un mouvement pour pouvoir amener de l'idée et savoir ce que le citoyen lambda veut et souhaite. Voilà. Yves Gimbert, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce grand débat national, justement? Écoutez, d'abord, je vous dirais qu'on n'a pas attendu que le grand débat national s'organise pour qu'on fasse savoir nos revendications, parce que dans le milieu associatif, vu les problèmes de mobilité, ça fait bientôt 15 ans qu'on participe à des débats, des enquêtes, des concertations. Oui, c'est un exercice intéressant, parce que c'est la première fois qu'il a lieu, tout compte fait. Donc oui, on va y participer. Bon, je n'ai pas encore écrit, j'attends de voir quelle forme ça va prendre. Le tout, mais on y reviendra peut-être, c'est qu'évidemment, les efforts et les espoirs que portent les gens, il va falloir que ça se traduise. À la fin, il y a obligation de réussite. Parce que si, pour une raison quelconque, on mobilisait les gens pendant 3 mois sur des réflexions et une intelligence commune partagée, pour qu'on nous explique à la suite, tout compte fait, tout ça est bien joli, mais voilà, c'est terminé. Et ça, c'est des situations que j'ai connues plusieurs fois auparavant, dans d'autres cas de débats publics, qu'ils soient nationaux, départementaux ou territoriaux, ce serait quand même la catastrophe. Ça vous met un peu la pression, ça, Marjolaine Ménez-Millefert. Il y a l'obligation de réussite pour vous qui êtes membre de cette majorité. Alors moi, je dis il y a une obligation de réussite pour l'ensemble des citoyens français. Je pense que ça va au-delà de moi. En particulier pour les élus. Moi, je pense que c'est vraiment une réussite collective quand on a des gens qui sont aujourd'hui en situation de drame humain. Moi, je pense qu'on peut le dire comme ça parce qu'on entend des témoignages vraiment poignants. Ils attendent des solutions, effectivement, et je pense qu'il s'agit d'une réussite collective que de les apporter. Ça, vraiment, je le pense. Moi, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on arrête de parler de crise des gilets jaunes. Je trouve que c'est plus une notion d'opportunité, gilets jaunes. C'est une crise citoyenne. Voilà, mais moi, j'aime pas... ou alors, on prend le terme crise dans le sens japonais, là, qui prend autant le côté d'opportunité que du terme crise, parce qu'effectivement, c'est un moment de rencontre, c'est un moment de grande rencontre de sujets qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent. Alors effectivement, c'est un peu chaotique ce temps de rencontre, mais moi je trouve qu'il est extrêmement vertueux au démarrage, dans le sens où déjà il crée de la cohésion, il crée de la rencontre, il crée de l'énergie et de l'intelligence collective, et ça franchement c'est inédit la manière dont ça se produit. Moi dans les réunions, il y a toujours 200 personnes qui viennent dans des petits villages, c'est impressionnant.
Et effectivement, ils discutent, ils confrontent leurs idées, ils réalisent que leurs sujets sont peut-être différents. Vous pouvez nous donner des exemples très concrets, parce que c'est vrai qu'on aimerait savoir justement quels sont les sujets qui sont abordés. Moi, j'ai vu dans pas mal de consultations, on parle beaucoup de la place du médical, l'accès aux soins. Est-ce que, par exemple, ça ressort des réunions que vous avez animées? C'est un des sujets qui ressort, et d'ailleurs, les gens disent « Ouais, mais c'est pas juste, c'est un des sujets sur lequel on aurait voulu être interrogé et on l'est pas ». Je dis « Mais la preuve que vous avez quand même l'occasion d'en parler ». En fait, il y a quelques grandes thématiques qui ont été posées, mais c'est l'occasion de dire plein de choses. Et alors, effectivement, les choses qui reviennent régulièrement, c'est alors l'idée du pouvoir d'achat qui diminue, les gens qui ont le sentiment de moins en moins s'en sortir avec ce qu'ils ont et qu'avant ça allait et qu'aujourd'hui ça va plus. Ça, c'est donc le reste à vivre, en fait, qui est compliqué pour beaucoup de gens. Des problématiques très personnelles liées au handicap ou à la santé, par exemple, avoir à sa charge une personne âgée ou un enfant handicapé. Aujourd'hui, ils sont en grande difficulté pour gérer ça, effectivement, nos concitoyens. Il y a énormément de sujets, hein, c'est de tous ordres. Et en fait, c'est vraiment ça qui ressort dans ces réunions, c'est des expériences individuelles, beaucoup. Et je crois que l'enjeu de ce grand débat, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on passe de l'expérience individuelle et du ressenti individuel vers une intelligence collective et un projet collectif. Et je pense que c'est peut-être ça qu'il faut arriver. Justement, Damien Guyot, Jérôme Fauconnier, vous travaillez tous les deux d'une façon ou d'une autre au CHU, le centre hospitalier de Grenoble. Vous partagez ce constat du malaise dans le monde médical, dans le monde de la santé? Je vais y aller. Pour vous donner un ordre de chiffres, hein, pour qu'on se rende un peu compte de la souffrance un petit peu qui s'exerce, ne serait-ce qu'au sein du CHU de Grenoble, hein, sur 2018, en personnel médical. Hein, c'est-à-dire, personnel médical, ça concerne les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, les chirurgiens. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 36 sur 100 individus féminins qui ont été interrogés qui sont en souffrance au travail. En personnel médical. Concernant les hommes, c'est 13 sur 100 interrogés. En personnel non médical, chez les femmes, c'est sur 100 individus, c'est 53 femmes qui sont impactées de la souffrance au travail. Donc, personnel non médical, ça va être les secrétaires, les agents de l'entretien du CHU, la logistique. Comment ça s'explique? Ça, c'est lié à une dégradation des conditions de travail? C'est une dégradation des conditions de travail, notamment par les manques de budget, puisque aujourd'hui les budgets qui étaient ne sont plus. Il y a une diminution du personnel, donc on réduit les postes, on supprime certains postes qui étaient nécessaires, notamment quand on prend au service des urgences du CHU. Il arrive parfois le soir où il y a 160 patients dans les urgences, vous avez 4 infirmières. Et les 2 infirmières d'accueil, vous en avez 3 dans le service. Vous avez des internes, vous avez un senior qui court dans tous les sens. C'est juste pas possible. À un moment, il faut mettre des priorités, je pense, pour établir ça et arrêter de supprimer des postes dans le milieu médical. Voilà. Si on veut arrêter, il y a eu quand même 3 décès l'année dernière, hein, 2 constatés par la médecine du travail qui étaient suivis. C'était notamment un médecin de l'HCE, un chirurgien de l'HCE qui a fait grand débat, et il y a eu une cadre du CHU de l'hôpital Sud qui s'est suicidé aussi. Donc à un moment, il y a quand même de la vraie souffrance. Là, on n'est plus dans de la souffrance aléatoire, on est dans la souffrance profonde où il y a quand même 63% de ces arrêts de travail qui impactent au fonctionnement de l'hôpital. Alors, on va poursuivre ce débat, on va justement essayer de faire le tour des solutions possibles, et notamment en ce qui concerne l'accès aux soins et le manque de moyens qui sévit aujourd'hui dans les hôpitaux. Merci de nous écouter et de nous suivre actuellement sur France Bleu et sur France 3 Alpes. Si vous nous écoutez à la radio, on le rappelle, c'est une émission exceptionnelle dédiée à ce grand débat national avec Marjolaine Meignier-Millefert, députée de la 10e circonscription de l'Isère, Yves Gimbert, président de l'association des usagers de la ligne Grenoble-Valence, Damien Guyot, porte-parole des Gilets jaunes sur l'agglomération grenobloise, et puis Jérôme Fauconnier, maire d'Avignonnet dans le Trièves, petit village de 200 habitants environ, mais vous êtes également président de la communauté de communes du Trièves. Merci d'être là. On parlait du constat, on va essayer de s'intéresser à présent aux solutions. Aux solutions, effectivement. Jérôme Fauconnier, alors vous êtes médecin au CHU, vous êtes aussi maire d'une petite commune. Comment faire pour redynamiser un petit peu ces services publics? Faut-il seulement les redynamiser dans les communes comme les vôtres, petites communes de montagne? Y a-t-il nécessité à maintenir, ou en tout cas à se battre pour conserver ces services publics qui disparaissent?
Alors je dirais que la première chose, pour rebondir un petit peu sur ce que disait mon voisin, c'est de remotiver les personnes qui s'en occupent, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de dévouement, il y a beaucoup de gens qui y consacrent du temps. En milieu rural, on le voit, si des personnes peuvent rester à domicile, c'est parce qu'il y a des bénévoles qui s'occupent d'ADMR, de SIAD, c'est parce qu'on a des infirmiers, il y a des aides-soignantes qui acceptent de travailler sur place et de s'occuper de ces personnes. Et c'est vrai qu'on a besoin de leur donner du sens, c'est-à-dire de les décharger un petit peu d'une certaine lourdeur administrative, parce que généralement, quand il y a un problème qui est constaté, comme on n'a pas forcément de solution, on met une couche administrative, on met des règles supplémentaires, on met un contrôle supplémentaire, et je pense que les personnes en souffrent beaucoup d'avoir trop de paperasse, trop d'administration. Trop de contraintes administratives, oui. C'est pas forcément du domaine de la paperasse, mais le fait d'un peu d'agilité, d'un petit peu de... Et puis après, je pense qu'il faut réfléchir les choses à un niveau solidaire, c'est-à-dire qu'on puisse avoir une solidarité entre, on va dire, la médecine libérale et la médecine hospitalière, plus de possibilités de passer de l'un à l'autre. Et c'est vrai que la possibilité d'expérimentation qui existe aujourd'hui sont quand même extrêmement rares. Et on est soumis à des règles qui viennent d'en haut et qui sont parfois pas du tout adaptées à nos services, à nos territoires, ou qui sont adaptées à un territoire particulier, mais pas aux autres. On parle beaucoup d'accès aux soins, mais justement, on parlait de la situation dans le Trièves, le petit village dont vous êtes le maire. Le recul des services publics, ça se concrétise comment ? Je dirais qu'aujourd'hui, le premier recul de services publics, c'est la virtualisation des services publics. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui est exclue des services publics parce qu'elle n'a pas accès à Internet, parce qu'elle ne sait pas de services d'Internet. Dématérialisation, c'est ça ? Oui, virtualisation, parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez contacter par exemple votre opérateur téléphonique, vous tombez sur une personne dont on ne sait pas où elle est, qui ce sera jamais la même que la deuxième fois que vous allez la contacter. Et il est arrivé à certains des administrés, mais également à la communauté de communes, de rester une semaine, 15 jours, 3 semaines sans téléphone, parce qu'on a 10 personnes différentes et on n'a jamais le même interlocuteur. Donc il y a une virtualisation des services publics, entre guillemets, parce que je ne sais pas si le téléphone est encore un service public ou Internet encore un service public, mais qui fait que on n'a plus réellement de contact humain et les gens se sont perdus. Et c'est vrai que cette sensation d'être un peu perdu dans ce monde virtuel déstabilise beaucoup de personnes. Est-ce que c'est un diagnostic que vous partagez, Yves Gimbert, cette déshumanisation ? On a beaucoup de petites gares qui ferment, beaucoup de ces gares sont remplacées par des bornes. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche, dans la relation qu'on peut avoir avec le service public ferroviaire dans ce qui vous intéresse ? Oui, alors c'est pareil, ça dépend quelle est la génération à laquelle vous vous adressez. Moi, mes enfants, qu'il y ait une gare ouverte à Vinay ou pas, commune où j'habite, c'est pas leur problème. Ils sont sur leur smartphone, ils savent le faire, ils ont été éduqués à ça. Et c'est dans leur gène, enfin, si je puis dire. Maintenant, évidemment, nos anciens, alors c'est pas la même chose. Parce qu'ils sont à côté de tout ça. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on va se diriger vers une société qui est de plus en plus connectée, de plus en plus addicte à une techno. Vous avez raison, le monde de la santé, avec ce qu'on nous promet, va énormément évoluer. Il va y avoir des gens qu'on aura éduqués et qui vont s'en arranger, et des gens qu'on n'aura pas éduqués et qui seront en dehors. Et là, ça va poser problème. Et la fracture sociale va s'en trouver très très fortement accélérée. Presque une fracture sociétale d'ailleurs. Mais oui, absolument. Il y a des gens qui seront dans le mouvement, parce qu'on les aura accompagnés dès leur plus jeune âge. Puis il y a des gens qu'on aura laissés de côté, qui seront de plus en plus de côté, qui seront à l'heure du tout. Si on prend l'exemple des bureaux de poste, parce qu'on s'aperçoit parfois que dans un certain nombre de communes, les bureaux de poste ont été supprimés, remplacés par des accès chez le commerçant. Et finalement, ça ne se passe pas si mal que ça. Oui. Il y a une plus grande amplitude horaire. Le commerçant reconnaît que ça fait du flux dans son commerce. Donc, est-ce que finalement, c'est toujours synonyme d'une baisse de service, le recul du service public tel qu'on le conçoit aujourd'hui ? Non, encore une fois, ça dépend à quelle tranche de la population vous vous adressez. C'est toujours pareil. C'est pas forcément une baisse. Je suis d'accord. Quand moi je commande par internet mon billet SNCF et que en 2 minutes je l'ai édité chez moi, si ça a pu m'éviter de me déplacer, tant mieux. Mais je sais le faire. J'ai les appareils pour, j'ai un minimum de connaissances pour. Je suis connecté à Internet et je baigne là-dedans. Le tout, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens
qui n'ont pas eu cette chance-là. Que ce soit nos anciens ou que ce soit aussi des populations qui sont à l'écart de tout. Hein. C'est pas qu'un problème de génération. Hein. On parle un peu de la fracture numérique, c'est une fracture également générationnelle. Vous le ressentez, vous, Marjolaine Ménil-Millefer, sur votre circonscription ? C'est sûr, et c'est les bonnes questions, je pense, qui sont posées là. La question, c'est pas moins de services publics, plus de services publics, c'est peut-être mieux de services publics et de faire en sorte de prendre en considération ces différentes problématiques. Parce que vous allez effectivement avoir une génération qui a juste pas envie d'avoir à faire la queue au guichet, je veux dire, et de pouvoir avoir accès au numérique pour justement s'éviter ça, ils en sont ravis. Pour eux, c'est une amélioration du service public. Pour d'autres personnes, c'est l'inverse, c'est une punition. De plus avoir accès au guichet. Et du coup, eux, c'est un vrai challenge d'arriver à surmonter ça. Et effectivement, pour eux aussi, il faut trouver des solutions. Donc la question, c'est de voir comment on arrive sans opposer les uns aux autres, sans essayer de dire qu'il y a une méthode qui est meilleure que l'autre ou que ce serait, je sais pas moi, à ceux qui savent pas faire de 6 mètres. Voilà, il faut pas opposer les modèles en disant que l'un serait plus vertueux que l'autre, mais il faut trouver les solutions qui sont possibles réellement dans la vie des gens, possibles pour qu'ils puissent atteindre ces services publics. Alors justement, Léopold, je vous propose qu'on aille un peu plus loin dans ce débat pour essayer de voir quelles sont les solutions qui peuvent être éventuellement développées à l'avenir pour rendre ces services publics plus efficaces. Damien Guyot, par exemple, comment peut-on faire ? Est-ce qu'il faut d'abord peut-être revoir, comme le propose le président Macron, revoir le périmètre de certains services publics ? Alors déjà, je pense qu'il faut arrêter de regarder à l'échelle nationale. Il faudrait peut-être qu'on regarde devant notre nez, en fait, qu'on regarde à l'échelle locale. Ce qu'on peut mettre en place. Trouver des solutions, c'est bien, mais à un moment, il faut mettre des actions en place derrière. C'est ce qui est attendu aujourd'hui par tous les citoyens. On veut des actions, en fin de compte. C'est des solutions, il y en a plein. On peut, à chaque réunion, à chaque débat qui va être mis en place... Donnez-nous des exemples, alors, Damien Guyot. Le débat, ne serait-ce que sur les finances publiques. Oui. Est-ce que les impôts locaux, par exemple, ne pourraient pas servir justement à développer certains services publics en milieu rural ? Par exemple sur la commune d'Avignonnet, au niveau de la région. Plus de solidarité peut-être ? Voilà, plus de solidarité entre communes pour justement arriver à développer certains services publics qui pourraient aider des personnes non connectées ou des personnes qui n'ont pas accès à la connexion aujourd'hui. Il y a plein des solutions, il y en a plein, mais à un moment, il faut prendre en considération ce que le citoyen lambda veut et aimerait avoir et mettre des actions au bout. Parce que comme disait... Monsieur Jabert en face, c'est un moment, la fracture sociale, elle va arriver en fait. Ouais. Jérôme Fauconnier, donc le maire d'Avignonnet, une toute petite commune du Trièves, est-ce que vous soutenez la démarche des maires ruraux qui demandent un moratoire, une suspension des projets de fermeture des services publics ? Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a quand même dans les territoires ruraux une vraie désespérance d'un certain public face à cette fermeture de services. Et c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui de présence humaine. On a besoin de présence humaine. Alors l'État l'État en général, voilà, les États précédents aussi, quelle que soit la couleur politique, ont tous été dans le même sens, en disant, il faut faire des grosses collectivités parce que la commune n'a plus sa place, de toute façon, c'est trop petit, on hérite ça de l'ancien régime. Il faut faire des grosses collectivités qui auront toutes les compétences et qui s'occuperont de tout. Ce faisant, on a des super communautés de communes qui ont plus de 100 ou 150 communes, où le citoyen ne voit absolument pas ce qui s'y passe et on perd également la proximité de proximité. Et donc je pense qu'il y a une articulation à trouver de manière souple, suivant les territoires, par conventionnement, au lieu de nous faire tomber des réformes tous les 2 ans ou tous les 5 ans en disant il faut regrouper ça, il faut mettre ça, il faut faire tomber telle compétence à tel niveau. Laisser la place à l'expérimentation, laisser la place à l'agilité locale, à l'intelligence locale, justement, pour trouver des solutions qui conviennent à chaque territoire. Ce qui convient pour le Trièves ne convient pas pour la métro, ne convient pas forcément pour Pont-de-Beauvoisin. Et donc, on a vraiment besoin de cette capacité à pouvoir avoir des solutions qui soient localisées, qui soient personnalisées selon les territoires. Vous êtes d'accord avec ça, Marjolaine Ménil-Millefer ? Oui, moi, je partage complètement. Oui, vraiment. Moi, je suis en plus d'une petite commune également de 1000 habitants, donc, et plutôt dans ce qu'on appellerait une zone rurale, même si pour le coup, on a les deux sur ma circonscription. On a de l'hyperconnexion en bas de la colline, et puis plus vous montez dans les collines, et plus vous avez des petits villages, ou si vous n'avez pas de voiture, vous êtes coincé chez vous, en fait. Donc, je vois bien la diversité des problématiques, mais je suis complètement d'accord avec ça, et
imaginez quand en plus c'est pas à l'échelle de simplement 2 territoires différents en Isère, mais quand c'est à l'échelle de la France. Quand vous avez des territoires français qui sont à ce point différents, comment est-ce que vous pouvez imaginer que vous allez avoir une réponse unique pour tout le monde? Moi j'ai tendance à dire, imaginez que vous avez un seul pull, une seule taille de pull, vous êtes sûr qu'il va à personne le pull. Voilà. Ben, c'est un peu le même principe je pense avec le service public. On est très attaché en fait en France à la logique il y a plusieurs principes derrière le service public. Il y a la notion de continuité, il faut qu'il soit assuré en continu. On a l'idée qu'il faut que ce soit un système qui soit égalitaire. Et derrière ça, c'est un traitement pour un problème. Et à chaque fois, c'est la même chose. S'il y a un problème, il y aura toujours le même traitement. La problématique, c'est qu'on a mis derrière l'idée qu'il fallait que ce soit national, alors que ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément une des obligations du service public que ce soit une solution nationale. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un truc qui est très inhérent aussi au service public, c'est que il doit être capable de s'adapter. On parle de mutabilité du service public. Et c'est ça aussi où on n'a pas fait le travail au niveau des services publics, c'est qu'on doit constamment les remettre en question, voire parce qu'au fur et à mesure des époques et des années, le service public qui était nécessaire en 1960, il n'est pas le même qu'aujourd'hui. Justement, visiblement, ça va être l'une des conséquences de ce grand débat, la remise en cause de certains services publics. Messieurs, dames, quelles seraient pour vous, à l'avenir, les 2 priorités, parce qu'il faut bien décider d'un nombre, les 2 priorités sur lesquelles l'État doit continuer à mettre, entre guillemets, le paquet, doit concentrer tous ses efforts? Damien Guyot. Moi, c'est le milieu hospitalier, la santé. Développer justement ce service public au milieu rural. Parce que nous, voilà, sur Grenoble, à l'échelle de Grenoble, on a tout ce qu'il faut. C'est peut-être pas la même chose dans le Trièves. Pas forcément d'aller dans le Trièves, hein. On va sur Pontcharrat ou voilà. La deuxième priorité? Et la deuxième priorité, c'est la sécurité. Jérôme Fauconnier? Moi, je vais redonner 3, parce que dans les territoires ruraux, il faut 3 choses pour venir s'y installer. Il faut un médecin, il faut une école et il faut Internet. Marjolaine Meunier-Millefert? Là encore, difficile, je trouve, de donner une réponse archi simple et construite. J'irais plutôt vers la notion d'un nouveau service public, parce qu'on parle beaucoup de l'idée en ce moment qu'il faudrait les fermer selon le président de la République. C'est pas seulement ce qu'il dit. Il dit il y en a peut-être certains qui sont obsolètes, mais il y en a peut-être d'autres à créer. Moi, je pense qu'il y a un service public à créer au niveau d'Internet, justement, pour faire en sorte que ça, ce soit un vrai droit pour tous. Yves Gimbert, oui, 2 priorités. Les 2, très clairement, l'éducation, parce que la fracture sociale, elle commence à l'école. C'est absolument clair. Et la mobilité. Merci à vous. Parce que c'est un droit. Merci à vous. Merci, c'est la fin de ce débat. Merci à vous 4 d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi à la télévision sur France 3 Alpes et à la radio sur France Bleu Isère et France Bleu Pays de Savoie. Vous pouvez retrouver cette émission sur Internet et puis continuer de poursuivre le débat, de réagir, de commenter sur nos réseaux sociaux. Exactement. Belle journée. Bonne journée.